Marc Ravalomanane en résidence surveillée à Antananarivo. L'ancien président malgache a été transféré à son domicile jusqu'à nouvel ordre. Les organisations de la société civile donnent de la voix au Burkina Faso. Elles plaident pour une réforme de la commission électorale. Trois mois déjà que les étudiants mexicains ont disparu à Iguala. Leurs proches continuent la mobilisation pour réclamer leur retour. Un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'ancien président malgache Marc Ravalomanane, arrêté en octobre de retour dans son pays, restera jusqu'à nouvel ordre en résidence surveillée à son domicile à Antananarivo. Marc Ravalomanane, qui était assigné à résidence à Diego Suarez depuis son retour à Madagascar en octobre 2014, est discrètement rentré chez lui mercredi soir où il a pu passer Noël en famille. Les conditions de détention restent cependant les mêmes. Les contacts avec l'extérieur sont fortement restreints. Il ne peut pas sortir ou recevoir de visites sans autorisation spéciale. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo s'est ouvert de façon formelle vendredi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, les cheveux tressés, vêtue d'une robe en soie de couleur jaune, s'est présentée en personne au tribunal, à l'instar des 82 dignitaires de l'ancien régime qui sont accusés, comme elle, d'atteinte à la sûreté de l'État en liaison à la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011. Reportage. Pour la première fois depuis 3 ans, la dame de fer ivoirienne fait une apparition publique à Abidjan. Simone Gbagbo s'est présentée en personne au tribunal vendredi sous forte escorte policière dans le cadre de son procès. Installée au premier rang dans le box des accusés aux côtés de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, l'ancienne première dame ivoirienne, l'air détendu, est venue répondre de plusieurs crimes à l'instar de 82 dignitaires de l'ancien régime. Atteinte à la défense nationale, constitution de bande armée, participation à un mouvement insurrectionnel, trouble à l'ordre public, coalition de fonctionnaires de rébellion, tribalisme et xénophobie, la liste est longue. Des crimes liés à la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011, mais qui, selon l'avocat de la défense, sont infondés. Le dossier des assises est vide. Et même la CPI a confirmé notre position. Dans ce dossier, il n'y a que la copie des infractions du code pénal. À aucun moment, comme c'est fait en matière pénale, il n'est attribué des faits personnels posés par chacun des accusés. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quel acte matériel a été posé par les accusés qui ont justifié leur présence devant la cour d'assises. L'audience de vendredi n'aura duré qu'un court instant. Le président du tribunal a annoncé la poursuite du procès lundi. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso où une quarantaine d'organisations de la société civile exigent la réforme de la commission électorale avant les élections de novembre 2015 au Burkina Faso. Ces organisations réclament également l'organisation couplée des prochaines élections contre l'avis du président de la commission électorale. Précisons que cette dernière comprend 15 membres dont 5 issus de la majorité, 5 de l'opposition et 5 de la société civile. Actualité hors du continent africain à présent. Au Mexique, cela fait exactement 3 mois que 43 étudiants ont disparu dans la région d'Iguala. Leurs parents ont conduit vendredi une manifestation regroupant quelques 3000 personnes au centre de Mexico. Ces parents voulaient démontrer pendant la période des fêtes de fin d'année que leur combat continuait pour les leurs malgré la quasi-certitude des autorités du pays que les 43 jeunes ont été massacrés par une organisation criminelle. Mais pour l'instant, seul l'un de ces étudiants a pu être identifié à partir des restes de son corps calciné, ce qui justifie le mince espoir de retrouver ses 42 compagnons. Mais les parents s'accrochent à l'idée que leurs enfants sont encore bien vivants et que les forces armées savent bien où ils se trouvent.
Un autre élément dans ce journal, vêtements, livres, DVD, jouets ou même places de spectacle et de voyage. Dès le jour de Noël, les Français n'hésitent plus à revendre des cadeaux qui leur ont été offerts par leurs proches. Une pratique désormais bien ancrée dans les habitudes des Français. Des précisions à travers cet élément. Sans complexe, les Français sont de plus en plus nombreux à revendre leurs cadeaux de Noël. C'est entré dans les mœurs. Il y a 2-3 ans, ça se faisait encore un peu caché, mais aujourd'hui, il n'y a plus de complexe. Beaucoup de consommateurs, des ménages dépensent beaucoup d'argent pour les fêtes. Bien entendu, donc du coup, ils viennent nous revendre les articles non utilisés ou qui n'ont plus d'utilité pour renflouer leur porte-monnaie. Le site Paru Vendu chiffrait jeudi matin à 54 000 le nombre de produits neufs mis en vente depuis la veille sur sa plateforme. Tout d'abord, il y a les cadeaux qui sont en doublon. Donc forcément, la personne va s'en séparer. Ensuite, le Père Noël s'est trompé, donc des cadeaux qui ne plaisent pas. Ça c'est une seconde raison. Effectivement, la personne vient nous revendre aussi pour récupérer un peu d'argent et pourquoi pas réinvestir dans notre magasin pour racheter des produits qui leur conviennent. Le sujet n'est donc désormais plus tabou et les revendeurs de cadeaux sur Internet l'assument de plus en plus. Ils sont 29% à déclarer qu'ils le font savoir à la personne qui leur a offert le cadeau et près de la moitié assurent qu'ils ne seraient pas gênés si cette personne l'apprenait. Alors, je suis là aujourd'hui pour revendre mes anciennes platines que j'ai reçues qui est reçu à mon anniversaire, début mai. Et parce que j'ai reçu un nouveau contrôleur, de nouvelles platines plus performantes. Plus de la moitié des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou sont prêts à le faire. Les hommes étant un peu plus nombreux que les femmes et la revente largement adoptée par la tranche des 25 à 34 ans. Quant aux motivations, les Français revendent le cadeau dont ils n'ont pas l'utilité, le cadeau qui ne plaît pas ou encore parce qu'ils préfèrent s'acheter ce qui leur fait vraiment plaisir. Restons en France où il était prévu un temps calme hier vendredi, mais avec des températures froides, une situation qui précède généralement une dégradation pluvieuse qui devrait arriver par le nord-ouest et pourrait, selon Météo France, amener de la neige en soirée. Les images. Le flocon au cristal de neige est un agrégat de minuscules cristaux de glace, chacun environ 10 millions de fois plus petit que lui. Ces cristaux de glace ont généralement la forme d'un prisme hexagonal et la grande variété des flocons que l'on peut observer est due au fait que toutes les faces de ce prisme ne se développent pas forcément à la même vitesse. Un grand nombre de facteurs influencent la croissance et la forme des flocons selon des processus parfois mal connus. Température, humidité, vent et même le champ électrique traversé durant leur chute. La Commission internationale de la neige et de la glace les classe depuis 1952 en 7 catégories distinctes. Plat, étoilé, colonne, nouille, dendrite, colonne coiffée et forme irrégulière. La grêle et les grêlons sont classés à part. Aucun flocon n'est identique à un autre, dit la légende, mais impossible de le vérifier, même si elle semble confirmée par de savants calculs de probabilité. Une information en bref pour poursuivre cette édition. Plus de 100 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en Malaisie en raison d'inondations monstres. Au moins 5 personnes ont été tuées dans ces inondations. Les services météorologiques ont annoncé de nouvelles pluies diluviennes dans des régions du sud du pays jusqu'ici épargnées par ces inondations. Rendons-nous maintenant en Namibie à la découverte de l'ethnie des Herero, une ethnie où les femmes portent un costume traditionnel inventé au début du XXe siècle pour se rendre au mariage. Felicity change de robe pour la 2e fois. Couleurs différentes, mais dans le même style, la robe Herero comporte plusieurs jupons, des manches bouffantes, un corsage brodé et, le plus important, un chapeau avec des cornes. Felicity assiste à un mariage dans le village d'Ovitoto, en Namibie, et toutes les femmes ont revêtu leur plus belle robe traditionnelle. Pour montrer qu'on est une femme Herero, on doit le porter. C'est un devoir pour nous. Surtout si on est marié, on ne peut pas se balader à moitié nu, ce n'est pas permis. À chaque fois qu'il y a un mariage, ou qu'il y a une occasion, ou qu'il y a quelque chose, on doit le porter. You have to wear it.
Les motifs et tissus ont évolué, mais depuis un siècle, les femmes héréros portent ce style de robe. Dans les années 1900, les colons allemands ont réprimé une rébellion et tué plus de 90% de ce peuple africain. Les survivants, soutenus par les missionnaires, se sont appropriés le style victorien, mais avec des retouches locales, comme le chapeau qui symbolise le bétail, la possession la plus prisée des héréros. Je pense que c'est une réponse à cette tentative de les exterminer. Comme tous les peuples qui ont été soumis à un génocide, ils se retranchent dans une attitude culturelle très défensive et très fière, très spécifique, qu'ils gardent où qu'ils aillent. Même au Botswana, ces femmes portent la robe héréro. Les femmes héréros les plus âgées portent tout le temps leur robe, même en ville, au travail. Mais pas les plus jeunes, qui ne choisissent d'enfiler les vêtements traditionnels qu'en signe de respect lors des mariages, enterrements, célébrations et fêtes nationales. Aujourd'hui, on s'amuse, on est libre, on porte ce qu'on veut, on se mélange. Demain, c'est le jour où il faut porter la robe et le reste parce que la mariée s'en va. C'est un moment triste et solennel. Ce sont surtout les personnes âgées qui les portent. Malheureusement, vu comment le monde change, les jeunes femmes doivent aller au travail et donc elles ne les portent plus régulièrement. Lors du deuxième jour de la cérémonie, la mariée est paradée, cachée sous son voile, devant les deux familles assemblées. C'est aussi l'occasion pour certaines adolescentes de revêtir pour la première fois une robe héréro, un signe qu'elles deviennent adultes. Pour les hommes, pas de parure traditionnelle, les femmes sont les gardiennes de l'héritage culturel de leur ethnie. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir.